Bien, ben, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, qui est un petit peu particulier. En effet, lors du printemps de la médecine interne, il y a maintenant 2 mois, hein, Damien, non. Ben, Damien Dilly, donc interniste dans le service, avait été retenu comme expert pour un des cas. Bon, je lui ai dit que j'étais un petit peu responsable de cette projection sur la grande scène qui l'avait beaucoup stressé. Et donc, je vous ai transmis dans le courriel le résumé de cette observation telle qu'il l'avait découverte lui-même. Et on va voir si après l'avoir lu, vous allez faire aussi bien que lui, parce qu'au final, il a trouvé la solution. Damien, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc je pense que vous commencez à connaître les printemps de la médecine interne, hein, puisque vous avez, chaque fois des présentations. Bon, ici, c'est effectivement un peu particulier parce que ça s'est déjà déroulé et on a, toutes les réponses. Donc je vais vous représenter un peu ce que j'avais fait là-bas. Vous savez aussi qu'il y a un impératif un peu de présentation originale, didactique. Donc je vais vous montrer ça en prenant un peu plus le temps puisqu'il fallait le faire en 10 minutes à ce moment-là, donc c'était aussi stressant du point de vue timing. Hem Je remercie d'abord tous mes collègues de m'avoir supporté pendant, cette période un petit peu difficile, qui ont supporté, mon stress et toutes mes angoisses. Alors, la façon dont j'ai décidé de le présenter, c'est un peu à la façon d'un Cluedo, pour être un petit peu original. On va voir un petit peu tous les indices qui ont été laissés dans le cas par atteinte d'organes et puis on va voir quels étaient, les suspects, qui me venaient en tête et pourquoi certains collaient un peu plus et d'autres, par contre, pouvaient être un peu retirés de l'équation. Alors, si on commence par le cas, hop, on doit passer la première dia. Donc, c'est une femme de 67 ans qui est algérienne et qui va arriver en France début de l'année 2024 pour se rapprocher de ses enfants. Elle est décrite comme retraitée et ancienne prof de français. On ne décrit pas spécialement d'exposition particulière, un milieu rural ou d'autres choses particulières. Et elle a comme antécédent un asthme allergique et une polyarthrite rhumatoïde qui est séronégative. Et donc, au niveau traitement, c'est relativement simple, en tout cas plus simple que beaucoup de patients qu'on a en hospice. Elle a juste du salbutamol pour son asthme et elle a du méthotrexate, en tout cas depuis 2018, pour cette notion de polyarthrite séronégative. Alors, au niveau du tableau clinique, en fait, elle va arriver donc en France en janvier 2024, directement d'Algérie, et elle va développer des premiers symptômes, mais qui sont très peu spécifiques, puisque vous voyez asthénie, dyspnée d'effort. Donc jusque-là, quand même, pas très indicateur. Et puis, au printemps, elle va développer des symptômes B qui vont associer sueur nocturne et quand même une perte de 6 kilos en 3 mois. Le premier contact médical, il arrive en avril 2024, où elle va rencontrer un pneumologue donc pour ce problème de dyspnée d'effort. Et là, vous n'avez pas beaucoup d'infos, vous n'avez pas l'auscultation, pas d'examen non plus biologique ni radio. Vous savez juste qu'elle reçoit azithro, cortico-inhalé, mais aussi une corticothérapie orale de 2 semaines. Et vous savez qu'après ça, il y a quand même une certaine amélioration. Et elle va arriver en fait en hospitalisation dans le service de médecine interne en juin 2024 seulement. Donc quand même à quasi 6 mois d'évolution des premiers symptômes. Et elle a toujours cette dyspnée modérée. Et c'est le seul moment aussi du cas clinique où on va vous dire qu'elle fait clairement de la fièvre, puisqu'on vous dit qu'elle a 38,2 en hospitalisation sans foyer évident à l'auscultation clinique. Et biologiquement, elle a quand même un important syndrome inflammatoire avec une CRP à 110, une anémie à 9,5. Et alors, ils vont faire une série d'examens lors de cette première hospitalisation, notamment une échographie cardiaque sur laquelle je reviendrai, mais qui va décrire en fait des nodules moyennement échogènes, non vibratiles, qui décrivent en tout cas dans le texte comme non typiques de végétation, des hémocultures répétées négatives, et alors ils vont faire un scan thoraco-abdo qui sera sans grande particularité, si ce n'est qu'on va vous dire qu'il y a une hépatosplénomégalie homogène, non métabolique. Non, pardon, non métabolique, ça viendra après, puisqu'évidemment, il n'y a pas de PET scan. Et cette première hospice se conclut en fait avec une PCR Covid qui vous est renseignée comme positive et un traitement par Paxlovid est instauré. Alors vous vous dites évidemment, ah tiens, est-ce que la fièvre à 38,2 n'était pas simplement due au Covid? Mais le tableau s'arrête pas là, parce qu'en fait, en août 2024, on décide donc de la suivre en consultation. Et là, en la revoyant, il y a quand même une amélioration de l'état général avec une reprise de poids, une CRP qui était à 110 mais qui passe à 60, et devant l'absence en fait d'arguments cliniques pour une polyarthrite,
rhumatoïde, ils décident d'arrêter le méthotrexate. Et puis, elle est suivie encore en ambulatoire. Et là, ils vont réaliser un premier PET scan. Et on nous fournit ces images, je vous montrerai plus tard. Ça va montrer en fait des foyers osseux, surtout au niveau des membres inférieurs, on y reviendra. Ils vont compléter par une IRM du genou qui va, elle, montrer qu'il y a effectivement une anomalie au niveau du signal médulaire, mais qu'il n'y a pas de lésion focale spécifique au niveau de l'os. Et puis, ils vont faire une première biopsie osseuse qu'ils vont décrire comme étant au niveau de l'humérus, mais quand ils ont présenté le cas en fait à Paris, ils ont dit que c'était au niveau fémoral, ce qui a plus de sens quand vous allez voir le PET scan parce que c'est là que ça tape le plus. Mais cette biopsie osseuse, malheureusement, elle va revenir comme euh, peu informative puisque on voit certaines cellules inflammatoires, mais il n'y a pas d'infiltrat tumoral et les cultures bactériennes sont décrites comme négatives. Elle a assez mal vécu cette biopsie, hein, elle a été assez traumatisante et donc, malgré qu'elle n'ait pas été contributive, ils vont pas retenter d'emblée de la biopsier et ils vont décider de la suivre cliniquement. Et elle va se représenter, vous voyez, à la fin de l'année, en décembre 2024, avec une CRP à 173, une ferritine à plus de 4000 et des LDH à 1140. Et puis l'anémie qui était initialement isolée va se creuser et va apparaître aussi une thrombopénie modérée. Le tout avec un sodium qui va descendre à 123. Donc c'est ça, je reviendrai plus tard là-dessus, mais que j'ai qualifié d'HL-H-like parce que c'est un tableau qui y ressemble, mais vous verrez que c'est pas totalement, ça respecte pas totalement les critères. Et puis, ils vont vous dire qu'ils ont fait une ponction biopsie de moelle qui va être sans particularité, si ce n'est qu'il y a une moelle un peu réactionnelle, mais en tout cas riche, qu'il n'y a pas d'hémophagocytose et l'immunophénotypage est répondu comme normal. Et puis, la fin du tableau, on vous dit on lui a refait un deuxième PET. Là, on ne vous fournit pas les images, mais on va vous dire que l'atteinte osseuse progresse et on va mettre en évidence un petit nodule hypermétabolique au niveau du sein qui va aussi être biopsié, mais la biopsie, comme celle de l'os, sera peu contributive. Et finalement, alors on ne sait pas très bien pourquoi, si elle a des douleurs au ventre ou pas, mais ils vont refaire un scanner et on va vous dire qu'elle a un infarctus splénique. Et finalement, que devant l'aggravation franche de son état général, il y a un examen mystère qui va être réalisé, qui va permettre de poser le diagnostic. Et toute la question, ça va être de trouver cet examen mystère qui va donc nous permettre de résoudre cette énigme. Alors, les premières considérations quand je reçois le cas, donc, qui viennent en tête, c'est d'abord que c'est un tableau long, puisque vous voyez que ça évolue quand même sur toute l'année 2024, du début de l'année des premiers symptômes jusqu'au tableau final en décembre, et avec deux périodes décrites d'amélioration. D'abord, quand elle voit le pneumo en avril, ben, elle reçoit tellement de choses que vous ne savez pas très bien ce qui a fonctionné. Donc, est-ce que c'est l'azithro qui a eu un effet sur une bactérie intracellulaire ou qui a ralenti en tout cas une mycobactérie? Ou est-ce que c'est la corticothérapie orale qui a aidé sur une pathologie inflammatoire ou une hémopathie? Et puis en août, où vous voyez qu'elle s'améliore post son infection Covid et traitement Pax-Covid. Alors ça m'a longtemps perturbé. Et vous vous retrouvez dans ces conditions à chercher des choses un peu abracadabrantes, mais à chercher notamment si le Pax-Covid n'a pas un effet sur d'autres choses que le Covid. Euh, la seule chose, c'est que quand même, au moment où le cas a été présenté, juste avant que je fasse ma présentation, dans leur ligne du temps, en fait, et c'est plus logique, ils arrêtaient le méthotrexate au moment où elle avait le Covid, ce qu'on faisait à l'époque, hein, quand on arrêtait les immunosuppresseurs. Et donc, quand ils la revoient et qu'elle s'améliore, en fait, il y a déjà eu l'arrêt du méthotrexate. Et je pense qu'avec cette info, j'aurais peut-être évité quelques nuits blanches, parce que vous le verrez, dans ma réflexion, ça a quand même une importance. Et puis, bah, évidemment, le contexte. Comme vous voyez, elle a des symptômes en fait dès qu'elle arrive en France. Et donc, vu l'origine algérienne et l'immunosuppression, il faut quand même d'emblée, je pense, dans le diagnostic différentiel, évoquer des causes infectieuses chez elle. Voilà, rôle de l'arrêt du méthotrexate, comme je vous ai dit, théoriquement, on nous dit qu'elle s'améliore après son Covid et qu'il l'arrête ensuite. Et donc, au début, ce que ça pouvait faire penser, c'était qu'on avait l'impression qu'en lâchant le méthotrexate, elle avait l'air de flamber comme si le méthotrexate avait un peu calmé les choses, et puis en l'arrêtant, elle développait comme un syndrome iris. Alors, c'est pas décrit pour le méthotrexate, mais comme je vous ai dit, avec les données en fait de dernière minute, ça collait un peu plus avec mon hypothèse que je vous présenterai à la fin. Alors, si on regarde un petit peu les indices qui nous sont laissés, il y a donc plusieurs lieux du crime. Si on commence par 3 lieux du crime où en fait on sait qu'il n'y a rien, alors ça ne va pas nous aider ou nous aiguiller, mais ça peut quand même nous donner des informations importantes en sachant qu'il n'y a pas d'anomalie, notamment au niveau pulmonaire. Vous savez en tout cas sur aucun des deux PET scans qui aura été réalisé qu'il y a d'atteinte pulmonaire, ni sur les scanners. Vous savez aussi, et ça c'est très important, qu'à aucun moment il n'y aura
une adénopathie décrite. Et au PET scan, il n'y a en tout cas aucun hypermétabolisme ganglionnaire. C'est quand même aussi d'une importance majeure. Et puis le sein, je vous ai dit, à la toute fin, on nous décrit un petit nodule hypermétabolique qui va faire l'objet d'une biopsie, mais la biopsie est aspécifique, donc ça ne va pas beaucoup nous aiguiller. Si on se focalise donc sur le foie et la rate, ben, on sait depuis le début, en fait, depuis la première hospitalisation, qu'elle a une hépatosplénomégalie homogène. Et puis après les PET scans, on sait qu'elle est non métabolique, sans aucune lésion focale. Alors, les causes d'hépatosplénomégalie, elles sont vraiment très vastes. Je n'avais pas trouvé de tableau qui reprenait vraiment les causes et d'hépatomégalie et de splénomégalie, donc je vous en ai fait un ici, mais vous voyez grosso modo les grosses causes, donc les hémopathies, lymphome, leucémie, syndrome myéloprolifératif. Habituellement, on s'attend en tout cas dans toutes ces causes à ce qu'il y ait un certain hypermétabolisme au PET. Les causes d'hémolyse chronique, évidemment. Les métastases solides, là, généralement, il y en a quand même un hypermétabolisme plus focal avec des lésions focales et pas un hypermétabolisme homogène. Des causes auto-immunes, notamment lupus ou la polyarthrite rhumatoïde avec le syndrome de Felty, mais alors ils ont une neutropénie et vous avez généralement aussi un hypermétabolisme. Et puis, bien évidemment, toutes les causes infectieuses, virales, mais aussi bactériennes avec l'endocardite, la tuberculose, la brucellose ou les causes parasitaires avec la leishmaniose. Mais généralement, là aussi, on s'attend, comme pour les hémopathies, à ce qu'il y ait un certain hypermétabolisme au PET. Les causes qui sont classiquement non métaboliques, vous avez les deux ici, bah, c'est les causes un peu mécaniques, notamment bah, les causes hépatiques avec hypertension portale, donc toutes les causes de cirrhose, le Budd-Chiari, et les causes congestives, notamment par insuffisance cardiaque droite, péricardite constrictive. Ça, classiquement, évidemment, il n'y a pas d'hypermétabolisme au PET, mais vous vous doutez bien que ça rend quand même peu compte du tableau, notamment de la CRP à 170. En tout cas, ça ne permet pas de tout mettre ensemble. Alors, les causes infiltratives non tumorales, il y a quand même les maladies de surcharge, le gaucher, le Niemann-Pick et l'amyloïdose. Et puis, dans les causes infiltratives rares, sarcoïdose, histiocytose, généralement, on a quand même aussi un hypermétabolisme. Alors, plus intéressant au niveau de la rate, si on se met à la fin de l'histoire, on vous dit qu'il y a un infarctus splénique. Et donc, dans les causes d'infarctus splénique, vous voyez ici au niveau de cette revue de la revue de médecine interne, elle avait un peu étudié toutes les causes d'infarctus splénique. Vous voyez que les principales sont les causes cardio-emboligènes, notamment avec la FA, les valves mécaniques, pour 7,5% des cas, mais vous avez aussi l'endocardite infectieuse, dans quasi 10% des cas. Et puis, vous avez des causes vasculaires, de dissection, des vasculites, rarement des lairs dans l'os, des causes inflammatoires, pancréatite ou Miki, et puis les états d'hypercoagulabilité avec bon, le SAPL, vous le voyez en haut, mais aussi les hémopathies, avec les lymphomes, les leucémies, les syndromes myéloprolifératifs. Dans une moindre mesure, les néoplasies solides, vous voyez 5% des cas. Et puis, encore une fois, vous avez toutes les causes infectieuses, virales surtout, 10%, avec EBV, CMV, Covid, parvo B19, mais aussi des causes bactériennes, et c'est surtout des germes intracellulaires. Brucellose, rickettsia, salmonelle, fièvre Q et les mycobactéries. Vous avez évidemment des causes post-chirurgicales ou simplement en fait par défaut d'apport. Et donc la splénomégalie en tant que telle, si elle se développe assez vite, peut entraîner une hypoxie locale et entraîner un infarctus splénique. Alors au niveau du cœur, je vous ai dit, ils ont fait une échographie transthoracique où on dit qu'il y a des nodules moyennement échogènes, non vibratiles, et donc décrits dans le texte, non typiques de végétation. Donc même si vous ne savez pas exactement où ils se situent, on se doute s'ils ont dit non typique de végétation que c'est quand même sur les valves, mais vous ne savez pas laquelle, et qu'il y a des hémocultures répétées négatives. Alors, ce qui m'a un petit peu embêté, et d'accord, dans la vraie vie, on aurait probablement eu la réponse, c'est qu'on n'a pas d'échographie transœsophagienne. On se doute normalement qu'on aurait complété la mise au point. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au PET, il n'y a pas d'atteinte valvulaire, mais c'est une valve native, hein, et donc on sait que la sensibilité dans ces cas-là est quand même très faible. Et en tout cas, il n'est pas décrit de souffle et elle n'arrive pas avec un tableau de décompensation cardiaque, ou en tout cas, elle n'arrive pas en OAP à la fin de l'histoire. Et donc, doivent être évoqués dans le diagnostic différentiel les endocardites non bactériennes thrombotiques. Et vous avez notamment l'endocardite marastique, donc associée à des cancers, mais généralement des cancers assez évolués. Et donc, on est quand même étonné avec le PET scan que ce serait le cas. Ou en tout cas, les endocardites dites de Liebman-Sachs qu'on voit dans le LED, mais on vous donne un fan négatif et éventuellement dans le SAPL, mais à part l'infarctus splénique final, vous n'avez aucune autre manifestation thrombotique. Il y a des causes un peu plus bénignes, hein, vous voyez, fibroélastome papillaire, myxome ou des causes dégénératives. Alors, c'est toujours possible, mais évidemment, ça ne nous permet pas, en tout cas, d'expliquer le reste du tableau. On aimerait bien une explication unique. Et puis, il y a quand même la possibilité d'une endocardite infectieuse à hémoc négative, parce que j'espère que, comme moi,
quand même, avec le syndrome inflammatoire, les symptômes B, les lésions nodulaires à l'ETT, l'hépatosplénomégalie et l'infarctus splénique, ça doit quand même faire évoquer une endocardite infectieuse subaiguë chronique à hémoculture négative. Et vous voyez dans les suspects, ben, les deux premiers, c'est Coxiella et Bartonella en tête, qui classiquement ne poussent donc pas dans les hémocs, enfin ne poussent pas. Et par contre, ces deux germes, on vous donne dans le texte des sérologies qui ont été réalisées qui sont négatives. Pour compléter le trio, et quasi à égalité avec Bartonella, vous avez Brucella, qui, elle, donc, est classée dans les endocardites à hémocnec, mais qui peut pousser. C'est une incubation qui doit être prolongée, mais c'est classiquement aussi retrouvé dans les endocardites à hémocnec parce que ça pousse difficilement. Ça, par contre, on n'a pas la sérologie. Et puis, vous avez toutes les bactéries du groupe ASEC et aussi la maladie Whipple. Hein, c'est difficile de ne pas de ne pas l'évoquer au printemps. Et ici, quand même, moi, je fais toujours attention quand même aux polyarthrites rhumatoïdes séronégatives. Ça reste quand même euh, une explication possible. Alors ici, à part la perte de poids, vous n'avez vraiment pas de manifestation digestive évocatrice. Et puis, vous avez évidemment toutes les causes fongiques, notamment Candida, mais ça, généralement, ça pousse quand même dans les émocs. Aspergillus et Histoplasma, a priori, bon, Histoplasma, ce n'est pas une région endémique, et on est surpris quand même par l'absence de ganglions, l'absence d'atteinte pulmonaire, mais aussi le fait qu'elle ait tenu aussi longtemps avec une endocardite éventuellement fongique qui n'aurait pas été traitée, c'est rarement un tableau aussi lentement évolutif. Alors, le lieu du crime qui paraît le plus important, parce que vous l'avez vu, le titre de l'énigme, c'est Il a bien cru l'avoir dans l'os, et on vous fournit en plus un PET scan. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut la commenter avant que je commente moi-même pour dire ce que vous voyez, ce que ça vous évoque. Personne? Non, sinon. Hein. Elle capte dans les os. Oui, on peut dire qu'il y a une captation, mais finalement euh, assez hétérogène, non systématisée, touchant plutôt les os longs. Ouais. Oui, enfin, les os longs, mais pas les fémurs, c'est ça qui est surprenant quand même. Et c'est patchy, comme ça, c'est vraiment. Ouais. Donc, il y a une atteinte effectivement multifocale qui prédomine au niveau des membres inférieurs. Vous voyez surtout les genoux et surtout le genou gauche. Alors, Mathieu m'a fait remarquer, mais ça ne nous a pas beaucoup aidé dans la réflexion, mais qu'effectivement, ici, c'est pour ça que je dis gauche, c'est inversé parce que le foie est ici, la rate est là. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu d'impact dans l'énigme, mais voilà, c'est bien genou gauche. Vous le voyez ici, euh, que c'est celui-là qui a l'air d'être le plus atteint. Et c'est une association essentiellement épiphysaire, métaphysaire, avec finalement peu d'atteinte diaphysaire. Et vous avez évidemment une atteinte aussi des os du pied, qui est globalement donc atteint les deux côtés, mais pas totalement symétrique. Ils décrivent aussi un hypermétabolisme réactionnel au niveau du squelette axial, et donc une moelle assez réactionnelle qui s'intègre probablement dans le contexte inflammatoire. Alors, c'est ce que je vous ai résumé ici. Donc, hypermétabolisme prédomine aux membres inférieurs, surtout du genou gauche, fémur distal et tibia proximal, mais aussi au niveau du pied et au niveau de l'humérus gauche, même si ça ne se voit pas très bien au niveau de l'humérus sur les photos qui nous sont fournies. Essentiellement épiphyse, métaphyse et beaucoup moindre mesure diaphyse, que j'ai qualifié du coup d'imparfaitement symétrique, et avec une fixation diffuse du squelette axial d'allure réactionnelle. Il complète par une IRM. Et alors, au niveau de l'IRM, ils vont confirmer qu'il y a une anomalie mal délimitée au niveau du signal du fémur distal et du tibia proximal, mais pas de lésion focale. Et puis, ils vont biopsier, donc je vous ai dit dans le texte, l'humérus. Alors, sur place, ils ont dit que c'était quand même plutôt le fémur, et c'est plus logique qu'avec le PET scan. Et donc, la moelle est répondue comme paucicellulaire, avec une discrète inflammation spécifique, mais sans infiltrat tumoral, sans infection et avec des cultures bactériennes négatives. Et puis, ils font un deuxième PET à la fin de l'histoire où ils disent, là, on n'a pas les images, mais qu'il y a une progression nette de l'atteinte osseuse métabolique avec plusieurs foyers qui sont très intenses, mais toujours rien d'autre de décrit. Donc, si on résume, on a une atteinte osseuse, mais sans lésion structurale nette, parce que sur la partie scanner, on vous décrit ni sclérose ni lyse. Et cliniquement, à aucun moment de l'histoire, on vous dit qu'elle a une arthrite clinique ou des plaintes articulaires. On ne vous dit pas qu'elle a des douleurs, même si on imagine qu'à un moment dans sa vie, elle a dû en présenter, puisqu'elle est quand même étiquetée polyarthrite séronégative. Donc, elle a dû quand même avoir des plaintes articulaires à l'époque. Et en tout cas, à l'imagerie, il n'y a aucune participation articulaire ou abarticulaire.
Et donc, il y a plusieurs choses qui sont globalement peu compatibles, notamment une métastase d'une tumeur solide, c'est quand même peu probable que ça n'entraîne aucune lésion osseuse. Myélome multiple de même, une tumeur osseuse primitive. Alors, l'ostéite chronique multifocale récurrente, donc ça c'est une pathologie plutôt de l'enfant, mais il y a des cas rares chez l'adulte où ça s'apparente plutôt au SAPHO, donc des ostéomyélites stériles, donc une maladie inflammatoire. Mais là aussi, ça donne des douleurs. Ce sont des gens qui font des crises douloureuses assez intenses. Lymphome primitif osseux, alors maladie de Gaucher, je vais vous remontrer quand même, parce que c'est quand même venu un peu dans la réflexion, et histiocytose, on y reviendra aussi. Mais donc, globalement, quand on voit ces images, on a plutôt l'impression d'être face à un processus infectieux disséminé, ou en tout cas une infiltration médulaire par une hémopathie. Et au niveau du sang, ben, je vous ai montré sur la ligne du temps, donc il y a une CRP qui était initialement à 110, puis qui va redescendre à 60, pour à la fin culminer à 173. Une anémie normocytaire à 9,5 qui est initialement isolée en juin, et puis qui va se creuser à 6,8. On vous donne des dosages vitaminiques, donc vous savez qu'elle est non carentielle, et on vous donne une absoglobine normale, donc il n'y a pas d'hémolyse. Et celle-ci s'associe à une thrombopénie décrite comme modérée et des LDH à 1140, avec une ferritine qui va passer de 600 à plus de 4000 et une ponction de moelle qui va, comme je vous l'ai dit, être riche, réactionnelle, sans blast, sans infiltration, ni hémophagocytose et un immunophénotypage normal. Donc, tout ceci, quand je l'ai lu, ben, m'évoquait quand même, a priori, un HLH, donc une lymphohistiocytose hémophagocytaire, mais qui est malheureusement totalement incomplète, puisque selon les critères HLH 2004, vous avez besoin donc de 5 critères sur les 8. Mais ici, comme je vous ai dit, en fait, quand vous lisez une première fois le cas, vous avez l'impression que c'est un tableau fébrile, mais en fait, à part le moment où elle a son Covid en juin et où elle fait 38,2, on vous décrit plus du tout de fièvre, même quand elle se dégrade à la fin. La splénomégalie, vous l'avez, et la bicytopénie, vous l'avez également. Vous n'avez a priori pas de dosage des triglycérides ni de consommation du fibrinogène. Vous n'avez en tout cas pas d'hémophagocytose parce que ça, on a les résultats de la moelle. Pas d'activité NK diminuée. Bon, la ferritine au-dessus de 500, vous l'avez, mais donc vous avez 3 critères sur 8. Et bon, dosage de récepteurs solubles à l'interleukine 2, c'est rare qu'on l'ait en pratique. Si vous calculez le H-score, donc développé par l'hôpital Saint-Antoine, vous avez un H-score à 115, c'est donc une probabilité d'HLH qui n'est que de 3,7%. Donc franchement, c'est pas grand-chose parce que pour l'avoir calculé plusieurs fois en hospice, j'ai jamais eu un résultat aussi faible. Et vous n'avez surtout pas les patterns typiques d'un HLH où normalement vous avez une cytolyse hépatique, vous avez une rate qui est très métabolique au PET. Et bon, l'hémophagocytose, comme je vous ai dit, mais elle n'est pas nécessaire ni suffisante pour poser le diagnostic. Mais comme tout en médecine, ça c'est pour me rassurer ou en tout cas partir d'un point de départ dans le diagnostic différentiel, c'est que vous avez quand même un continuum entre tous les tableaux qui respectent les critères et puis toutes les formes qui sont peut-être incomplètes, qui y ressemblent, mais qui ne sont pas encore dans tous les critères. Et donc, dans toutes les causes secondaires de HLH, vous avez des choses qui peuvent mimer un tableau pareil, notamment des causes infectieuses. Et là, vous avez en tête tous les virus, EBV, CMV. On a du mal quand même à expliquer le tableau sur un an avec ça, sans ganglions. Des causes bactériennes, tuberculose, rickettsia, coxiella, brucella, qui sont classiquement retrouvées dans les causes de HLH secondaires. Les causes fongiques avec l'histoplasmose en tête, je vous ai dit, a priori, c'est pas une zone endémique, et puis on est surpris par l'absence d'attente pulmonaire, l'absence de ganglions. Et les causes parasitaires, notamment la leishmaniose, qui est toujours dans le top des causes secondaires parasitaires. Et puis, vous allez dire encore et toujours, puisque pour le moment, tous mes diagnostics, c'est infectieux ou hémopathie, vous avez tous les lymphomes T, NK, ou les lymphomes B, dont un particulier, lymphome intravasculaire à cellule B, vous voyez 26% quand même de HLH. Et puis, rarement, vous avez quand même les causes auto-immunes. Et là, on consacre encore le nom de syndrome d'activation macrophagique pour notamment le LED ou le STIL. Mais ici, vous avez un fan négatif et vous avez quand même peu d'arguments qui vous orientent vers ces origines. Autre chose dans le sang, c'est qu'à la fin, on vous dit qu'il y a une hyponatrémie à 123 avec osmo urinaire élevé qui ne répond pas au test au sérum physiologique, donc c'est la définition d'un SIADH. Alors malheureusement, ça non plus, ça ne va pas tellement nous aider parce que c'est peu spécifique. Hein. Il y a des choses qu'on peut éliminer facilement, notamment les causes médicamenteuses parce qu'elles ne prennent vraiment pas grand-chose. Bon, cause génétique, affection pulmonaire, ben, on sait qu'il n'y a aucune atteinte pulmonaire sur tous les examens. Et puis, a priori, il n'y a rien qui vous oriente vers une origine au niveau du système nerveux central. Donc, il vous reste encore et toujours les hémopathies avec les lymphomes et les causes infectieuses, bactériennes, virales, parasitaires. Donc, on n'a toujours pas beaucoup avancé. Et alors, petit mot quand même, c'est que vous l'aurez sans doute remarqué,
mais sur plusieurs patients qu'on suit comme ça en consultation avec des maladies inflammatoires, dès que l'inflammation remonte, vous avez une baisse du sodium. Et donc, en fait, rien que l'inflammation en tant que telle avec l'interleukine 6 et 1 qui entraîne la sécrétion d'ADH, vous pouvez avoir un SIADH. Donc voilà, comme elle avait un tableau fortement inflammatoire. Et puis, dernière donnée, c'est qu'on vous dit à la fin qu'elle a des phosphatases alcalines A678 avec des gamma-GT normales, pas de cytolyse non plus. Donc, a priori, vous supposez qu'elles sont d'origine osseuse, ce qui n'est pas tellement surprenant vu le PET scan et l'atteinte osseuse qui est décrite. Alors, je vous ai présenté un peu tous les lieux du crime. Attends, Vous peut-être voyez. peut-être Ouais, voir s'il y a ouais. peut-être déjà des idées, s'il fallait choisir à ce stade-ci entre infectieux, hémopathie ou autre, qui est pour infectieux. Jean, Non, moi, je fais Dr House et je la mets sous Ambiso en me disant que c'est une leishmaniose. Et je vois ce qui se passe. C'est le guéri en 3 jours. et comme O se trompe toujours 2 fois avant de trouver de Sinon, l'épisode n'est façon pas non assez. Ouais. raisonnable la vérité, c'est probablement ce qu'il aurait fait. Docteur Gérin va ensuite nous envoyer pour chercher dans la maison du patient. Oui. Comme de- Excusez-moi, est-ce qu'on a le titre en fait avec le cas clinique ou pas? Vous l'avez reçu au moment de la présentation du cas ou? Oui, oui, on a toujours le titre avec l'énigme, mais il doit nous aider d'ailleurs à Et- nous aiguiller vers la réponse. Oui, et normalement, la solution apparaît dans le titre, et pour résoudre D'accord. l'énigme, il faut donner une explication au titre, et donc il a bien cru. Oui. Il a bien cru Oui, l'avoir dans l'os. il a Ouais, bien c'est sur cru la première l'avoir ligne. dans l'os. Attends, Nina. Euh, pour les hémopathies malignes, même si la biopsie est négative, on y pense quand même. Peut-être que c'est ça le titre. Il avait bien cru l'avoir dans l'os, donc on a bien cru avoir ça dans le résultat de la biopsie dans l'os, et finalement on l'a pas. Et c'est peut-être parce que je sais pas quelle est la sensibilité des biopsies Ça dépend ce qu'on cherche. pour les hémopathies. Ça dépend ce qu'on tu cherches comme hémopathie. Ça dépend quelle J'aurais dit- ça dépend quelle je sais quelle pas. hémopathie. Et infectieux, tu aurais dit quoi? Vu que c'est le printemps médecine interne. Pas nécessairement, ça peut être une cause fréquente qui se présente de manière inhabituelle, hein? Oui. OK. Bah, je vais vous montrer quelques suspects, en tout cas, que j'avais retenus initialement, certains qui m'ont occupé quand même les 2 premiers mois, et pourquoi ça ne collait finalement pas. Donc, premier suspect, donc maladie de Gaucher. Alors, pourquoi on y pensait? Bah, parce que dans le Gaucher de type 1, qui est finalement la forme la plus fréquente, vous avez une hépatosplénomégalie homogène, qui n'est pas métabolique a priori, enfin en tout cas, classiquement pas métabolique au PET, et vous avez une atteinte osseuse dans 80% des cas, avec une épargne classique du système nerveux central dans cette forme-là. Ça colle bien, puisqu'elle a a priori pas d'atteinte du système nerveux central, et que ces formes-là, elles peuvent parfois être découvertes à l'âge adulte, même si c'est un peu tardif. Ça provoque des cytopénies et c'est dans les causes rares d'infarctus splénique parce qu'à partir du moment où la splénomégalie est vraiment importante, il y a des zones vraiment d'hypoxie tissulaire et donc il y a des zones qui peuvent s'infarcir. Pourquoi, a priori, ça a été rapidement écarté? C'est que ça cause des lésions osseuses, oui, mais qui déforment les os. Je vais vous montrer juste après, donc des lésions en forme qu'on appelle en Erlenmeyer et ça donne des fractures pathologiques à terme. Et puis, avant tout, ça donne des infarctus osseux, donc c'est douloureux, les gens s'en plaignent, ils font éventuellement des ostéonécroses aseptiques qui sont visibles à l'IRM. Et puis, dans les cytopénies, avant tout, c'est une thrombopénie qui précède largement l'anémie, ce qui est l'inverse du cas ici, où l'anémie précède largement la thrombopénie. Et puis, bon, on s'étonne de l'absence de cellules de Gaucher au niveau des différents prélèvements, au niveau de la moelle ou de l'os. Et on a quand même du mal à expliquer le tableau 275 de CRP et de HLH avec juste une maladie de surcharge. C'est quand même peu compatible. Alors, voici une image au PET quand même d'une maladie de Gaucher de type 1. Vous voyez, il y a quand même une atteinte donc des os longs, mais essentiellement diaphysaire. Et vous voyez, finalement, ça ne se prédomine pas au niveau de l'épiphyse et de la métaphyse. Et puis, ces lésions ici, décrites donc en déformation d'Erlenmeyer. Vous voyez, des formations du fémur ici, visibles donc à la radio. Autre suspect, parce que, évidemment, quand j'ai reçu le cas, on regarde d'abord peut-être les images, et donc on voit une atteinte osseuse des membres inférieurs. Je me dis, tiens, ça me fait penser à cette histiocytose, donc l'Erdheim-Chester, qui est une histiocytose donc non langerhansienne de l'adulte de plus de 40 ans, qui atteint donc classiquement les membres inférieurs et surtout les tibias. Il y a 9% d'atteinte du pied,
quand même comme dans notre cas. Alors moi, je pensais que c'était tout le temps douloureux, mais en fait, il n'y a que 50% des cas qui sont symptomatiques, donc ça ne permet pas d'exclure vraiment ce diagnostic. Et puis on aime bien parce qu'il y a quand même des atteintes systémiques possibles, et notamment cardiovasculaires, mais ce n'est pas vraiment des nodules sur les valves, c'est plutôt des pseudotumeurs de l'oreillette droite, des infiltrations péricardiques ou des engainements de l'aorte, donc ça ne colle pas tellement. Alors, ça donne classiquement pas d'adénopathie, donc ça, on aime bien. Pourquoi je l'ai écarté aussi? Mais c'est parce qu'en faisant du coup la revue de littérature, c'est que le pattern typique, c'est une atteinte diaphyso-métaphysaire et ça épargne les épiphyses. Or, je vous ai dit tout l'inverse ici sur le PET scan. Et l'atteinte est vraiment classiquement excessivement symétrique. Donc, vous avez la même chose des deux côtés et vous avez une ostéosclérose typique au scan. Et puis, il n'y a pas d'autres non plus éléments qui viennent renforcer l'hypothèse de cette histiocytose, parce que c'est connu pour donner des atteintes du système nerveux central, mais on a d'abord alors un diabète insipide. Or, ici, on a vraiment la définition d'un SIADH. Il n'y a pas d'atteinte oculaire, de xanthelasma, et il n'y a pas l'atteinte rétropéritonéale de rein chevelu, ni d'urétérohydronéphrose qu'on peut voir dans cette pathologie. On n'a non plus pas de macrophage pumeux à la biopsie. L'hépatosplénomégalie, c'est relativement rare, et comme pour le gaucher, ça explique quand même pas les 175 de CRP et le tableau un peu HLH. Alors, pour vous montrer donc l'atteinte typique, c'est ça. C'est une atteinte donc très symétrique, diaphyse, avec épargne des épiphyses, ce qui n'est pas du tout notre cas. Alors, évidemment, quand vous réfléchissez au printemps, vous arrivez à trouver un cas où on vous décrit une atteinte épiphysaire prédominante. Donc ça, c'est l'exception, mais vous voyez quand même qu'il y a une sclérose, hein. Donc en fait, sur la partie scanographique, le radiologue, il voit qu'il y a une anomalie, ce qui n'était vraiment pas décrit dans le cas, et donc ce qui était particulier. Vous avez une atteinte possible donc, des os du pied, vous voyez ici. Donc ça ressemble un tout petit peu au PET scan qu'on nous a fourni. Mais à nouveau, ce sont des gens qui ont une ostéosclérose typique. Donc le fait de ne pas avoir de traduction de cette anomalie métabolique au scanner est quand même pas du tout en faveur de cette histiocytose. Alors dans les causes infectieuses, il y en a deux qui ont été évoquées, mais rapidement quand même écartées. La leishmaniose, on l'évoque pourquoi? Parce que contexte endémique en Algérie, immunosuppression, hépatosplénomégalie. Et classiquement, je vous ai dit, la leishmaniose, ça reste quand même toujours dans les cas classiques de HLH secondaire. Pourquoi je l'ai aussi éliminé? C'est que je n'ai pas retrouvé de pattern osseux qui est compatible comme ça, multifocal. C'est vraiment des atteintes généralement diffuses de la moelle. Et dans l'extrême majorité des cas, la rate est extrêmement métabolique. Il y a une série où ils décrivent des gens sous immunosuppression qui n'ont pas de rate métabolique, mais ils avaient au moins des ganglions, ce qu'il n'y a pas non plus ici. Et puis, le deuxième PET scan est quand même fait alors que le méthotrexate est arrêté depuis plus de 3 mois. Donc, on se dit qu'au moins, sur le deuxième PET scan, ils auraient dû voir un hypermétabolisme de la rate. Voilà donc les images classiques avec une leishmaniose. Vous voyez au niveau osseux, mais vous voyez surtout en fait la rate qui attire évidemment l'attention. Pour les mêmes raisons, la tuberculose, Algérie, immunosuppression, c'est possible d'avoir une atteinte purement extrapulmonaire osseuse après une primo-infection. Mais c'est avant tout une atteinte axiale de spondylodicite, d'arthrite. Ça donne des destructions osseuses, des séquestres, des abcès. Et donc, a priori, c'est des choses douloureuses qui se voient à la radio. Et on est également surpris par l'absence de granulomes sur l'ensemble des prélèvements. En tout cas, il n'y a rien qui nous y oriente. Alors, plus intéressant, et ça m'a aussi occupé l'esprit, c'est la fièvre Q. Donc, vous savez, c'est une zoonose endémique en Algérie. Donc, c'est par inhalation de particules dans l'air, donc infecté par des animaux contaminés. Donc, inhalation de Coxiella burnetii, et vous pouvez faire une primo-infection tout à fait asymptomatique, ou bien faire quand même une pneumonie avec une hépatite qui aurait pu répondre partiellement à l'azithromycine, parce que c'est quand même efficace. Donc, tiens, on se dit, elle est quand même venue avec dyspnée d'effort, elle a vu un pneumologue, elle a reçu de l'azithro. Et vous savez que dans 1 à 5% des cas, ça évolue vers des formes chroniques, et notamment chez l'immunodéprimé, ce qui colle bien avec notre patiente. Et dans ces formes chroniques, c'est surtout des endocardites. Vous voyez dans 60 à 70% des cas, des endocardites à hémoc-neg et des nodules typiquement sans végétation à l'ETT. Bon, là, ça commence à devenir suspect puisque c'est exactement la description qui nous est faite de l'échographie transthoracique. Il faudra au moins le mettre en examen, Ouais, puisque c'est un peu à la mode là, maintenant dans les hautement suspects. ouais. Et donc, on sait aussi qu'il y a un tropisme osseux. Innocent. On sait qu'il y a un tropisme osseux aussi pour la fièvre Q, mais c'est essentiellement des formes articulaires, à nouveau des spondylodicites, de rares cas d'ostéomyélite multifocale, mais c'est surtout chez l'enfant. C'est très, très rare chez l'adulte. Et on sait aussi que c'est dans les causes d'HLH et d'infarctus splénique. Maintenant, ce qui
refroidit un peu pour cette hypothèse, c'est que, à nouveau, l'atteinte osseuse est généralement symptomatique. C'est des gens qui ont mal et qui finissent quand même par développer des destructions osseuses. Et donc, on finit par voir des anomalies à l'imagerie. Et point qui m'a, en tout cas moi, finalement, fait écarter cette hypothèse, c'est qu'en revoyant et en lisant attentivement, donc je vous ai dit, la sérologie pour Coxiella est répondue négative. Et ça, c'est au mois de juin, donc quand elle est hospitalisée pour la première fois, c'est-à-dire à 6 mois du début des symptômes. Et donc, a priori, à 6 mois du début des symptômes, normalement, la sensibilité de la sérologie, elle équivaut à 100%. Et donc, vous devriez avoir des IgG de phase 1 supérieurs aux IgG de phase 2. Alors, évidemment, comme c'est les printemps et que j'aimais bien cette hypothèse, initialement, vous commencez à réfléchir, est-ce que c'est pas une fausse sérologie négative? Est-ce qu'il n'y a pas un effet prozone? A priori, avec les tests actuels d'immunofluorescence indirecte, c'est pas possible. Et puis, dans le contexte d'immunosuppression, est-ce que c'est possible de ne pas faire de séroconversion? En fait, même lorsqu'il y a eu l'épidémie là, aux Pays-Bas, ils ont étudié, donc même les gens sous anti-TNF avaient des sérologies positives. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé de cas qui pourraient expliquer cette sérologie faussement négative. Et puis alors, bon, ça, c'est pas discriminant, mais il n'y avait pas de granulome non plus de donut à la biopsie qui est classiquement retrouvé dans la fièvre Q. Juste pour vous montrer, du coup, une scintille chez un jeune adulte avec une ostéomyélite multifocale à Coxiella. Donc, vous voyez, excessivement symétrique, qui ça atteint quand même les genoux et les pieds. Bon, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent nous le faire évoquer. Mon suspect principal pendant longtemps, ça a été celui-ci. Donc, une autre zoonose qui est aussi endémique en Algérie et qui s'attrape donc via l'ingestion de lait cru, qui est donc une source importante de contamination là-bas. Et de la même façon que Coxiella, il y a une atteinte ostéo-articulaire assez fréquente, mais à nouveau, c'est des spondylodicites, c'est des sacroilites et c'est des arthrites périphériques. Donc un tableau assez axial qui colle pas très bien avec l'image qu'on a. Évidemment, il y a des ostéomyélites qui sont rapportés, mais c'est excessivement rare. Et généralement, c'est vraiment unifocal et pas multifocal comme vous l'avez vu. Pourquoi ça peut coller? Parce que, comme je vous ai dit, ça pousse très lentement, il faut des incubations prolongées. Donc, EMOG-NEG, c'est dans 30 à 85% des cas, donc ça colle bien. Et surtout, ils n'ont pas fait la sérologie. Étonnamment, ils ont fait Coxiella, Bartonella. On est quand même étonné, vu le contexte endémique en Algérie, qu'ils n'aient pas simplement fait une sérologie Bruxella. Ça peut donner des endocardites, c'est rare, et ça donne aussi des HLH et des infarctus spléniques. Et par rapport à la remarque sur le titre, il y a il l'a cru et il y a le lait cru qui est un peu dans le Ouais, titre. ça je reviens à la fin, mais effectivement, le mot cru paraît placé pas de façon innocente, et donc les crus, ça a été effectivement quelque chose qui a renforcé mon hypothèse et qui m'a longtemps convaincu pour cette origine. Maintenant, ce qui collait pas, au plus je lisais sur donc les atteintes, notamment ostéo-articulaires de la brucellose, c'était des gens qui avaient donc des atteintes axiales avec des lésions destructrices à l'imagerie, je vais vous montrer, des abcès, et puis ils ont mal. Ils ont des arthrites cliniques, ou en tout cas, ils ont des plaintes osseuses inflammatoires, ce qui ne collait pas vraiment. Et puis, si on voulait expliquer les lésions à l'échographie transthoracique, mais en fait, après avoir revu la littérature sur les endocardites bruxelliennes, c'est quelque chose d'extrêmement délabrant. Et donc, ça vous détruit votre valve, ça forme des abcès, et les patients arrivaient en OAP. Ici, elle a tenu quand même très longtemps, et elle n'arrive, en tout cas, c'est pas décrit dans un tableau de destruction valvulaire importante, et donc, on achète quand même moins bien cette hypothèse. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, il y a quand même un seul cas retrouvé après multiples recherches, et ça, c'est Amine qui me l'a trouvé dans un journal de médecine nucléaire. Vous avez donc un cas chez un patient HIV d'une brucellose disséminée, mais vous voyez quand même qu'il y a une atteinte axiale importante et bon, multifocale, ça on est d'accord. Et puis vous avez une atteinte osseuse qui est destructrice, qui cause des fractures, mais qui donne quand même des lésions bien délimitées à l'IRM, alors que nous, à l'IRM, on vous décrit simplement qu'il y a une anomalie de signal, mais qu'il n'y a rien de bien délimité. Donc finalement, ça colle quand même pas si bien. Et donc, après avoir écarté tout ça, j'avais plus beaucoup d'idées. Et donc, il faut revenir aux bases. Donc, vous avez un hypermétabolisme osseux qui est multifocal, sans lésion structurelle, sans destruction, sans plainte osseuse ni articulaire, qui s'associe avec un syndrome inflammatoire qui est quand même très important, une hépatosplénomégalie, des symptômes B, des cytopénies, et puis finalement un tableau qui ressemble à un HLH. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça fait quand même très hémopathie. Hémopathie, oui, mais sans masse, sans ganglion, avec une ponction de moelle normale, un immunophénotypage normal, et avec d'autres biopsies, en tout cas, qui ont été non diagnostiques. Ah, Donc, là, à quoi est-ce que vous tu nous pourriez mets, penser? voilà, tu nous mets sur une piste potentiellement
potentiellement intéressante, hein. Alors, Nina, L'électrophorèse des protéines a été réalisée? Non. Il ne la mentionne pas. Ah, ok. Moulay, tu sèches là? Ah oui, tu connais l'institution. Ok, d'accord. Ouais, Moulay était là. Mais donc, grosso modo, sans masse ni adénopathie, Il n'y a y a pas personne beaucoup sur le chat, Mathieu? Non. bon, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Bon, il y a des rares cas de lymphome T hépatosplénique, mais généralement, on a un foie et une rate très métabolique, et c'est plutôt des jeunes hommes, enfin vraiment des jeunes, c'est pas vraiment le tableau. Et Oui, il y a, je pense effectivement quand, par rapport, enfin, tu reviendras, j'imagine, au message à la fin, mais quand on pense à une hémopathie sans masse, ça doit faire évoquer un diagnostic, hein, ouais. et donc, après avoir épuisé tous les suspects, il y en a un finalement qui revient et qui est classique quand même dans les cauchemars des diagnosticiens parce qu'il est difficile à, à mettre en évidence, c'est le lymphome B intravasculaire, donc qui est un lymphome relativement rare et assez agressif, qui touche typiquement la personne entre 60 et 70 ans, donc ça colle assez bien avec notre patient de 67 ans, et qui est caractérisé par la prolifération de cellules B vraiment dans la lumière des petits vaisseaux. Et donc, classiquement, il n'y a pas de masse tumorale et il n'y a pas de ganglion. Alors, c'est pas vrai parce qu'il y a certains cas où il y a quand même quelques anéopathies, mais en tout cas, c'est pas à l'avant-plan. Et ça donne des choses très diverses. C'est pour ça qu'il a appelé le caméléon, notamment des tableaux de fièvre prolongée, des tableaux de sueur, de perte de poids, mais aussi, et ça c'est un peu intéressant pour notre cas, des dyspnées qui sont parfois inaugurales parce qu'il y a une occlusion des microvaisseaux au niveau de la circulation pulmonaire, et classiquement des cytopénies. Et donc souvent, c'est des diagnostics qui sont posés tardivement parce que c'est, vous le voyez, quand même des plaintes peu spécifiques, et les examens paracliniques sont finalement peu aidants. Il y a 3 variants classiques dans ce lymphome, notamment la forme donc classique qui était appelée avant occidentale, où vous avez souvent des atteintes neurologiques, endocriniennes ou pulmonaires. Et puis une variante dite hémophagocytaire, qui a anciennement été appelée forme asiatique, qui est elle particulièrement inflammatoire et qui évolue classiquement vers des HLH, qui causent une hépatosplénomégalie et des cytopénies. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour notre cas. Et puis vous avez des formes cutanées limitées à la peau, plutôt chez les femmes jeunes et de meilleurs pronostics. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des symptômes? Et je vous ai dit des tableaux très, très polymorphes. Et vous voyez ici, au niveau de séries, notamment japonaises, puis de cas plutôt dits occidentaux, et une série plus récente, mais qui était également japonaise. Vous voyez l'âge, c'est ce que je vous ai dit, entre 60 et 70 ans. La fièvre, extrêmement variable. Ça m'a longtemps un petit peu bloqué, puisque on ne décrit qu'une seule fois qu'elle fait de la fièvre. Vous voyez, dans les dernières séries sorties, c'est 98% de fièvre. Mais dans les séries occidentales, vous voyez, ce n'est finalement que 42. Symptômes neurologiques, beaucoup plus classiquement dans les formes occidentales, mais vous voyez dans les dernières séries que c'est quand même 45%, et ça, c'est au Japon. Hypoxémie, quand même très variable. Atteinte cutanée plutôt au niveau occidental. Et alors, au niveau biologique, vous voyez anémie, thrombopénie. Hypoalbuminémie variable, mais dans les dernières séries, quand même, jusqu'à 86% des cas. Et par contre, ce qui semble constant quand même, parce qu'il faut quand même quelque chose qui soit constant dans les séries, c'est l'élévation des LDH. Vous voyez, c'est quand même, dans certaines séries, 100% des cas. Splénomégalie, assez variable également. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que même s'il y a 60% d'atteinte de la moelle, vous voyez que finalement, le diagnostic final, il n'est posé dans 69% via la peau, et que dans 19% via la moelle. Et vous voyez ici donc une infiltration des petits capillaires du derme profond et de l'hypoderme par ces lymphocytes B. Et donc, c'est finalement beaucoup plus sensible que la moelle pour détecter ce genre de lymphome. Alors, une des explications pour lesquelles finalement le diagnostic est plus posé sur la peau que dans la moelle, en tout cas dans les séries asiatiques, c'est que eux font des biopsies assez profondes, limite chirurgicales, et nous on fait en fait appel au dermato et des punch biopsies. Et donc on n'est souvent pas assez profond pour détecter ces lymphocytes au niveau des petits capillaires. Alors, on décrit à la fin une dégradation franche de l'état général, donc on peut se dire, est-ce qu'elle a finalement fait de la fièvre? Est-ce qu'elle est devenue hypoxémique? Est-ce qu'elle s'est dégradée sur le plan neuro? Bon, ça, c'est ce qu'on se dit pour se rassurer, pour se renforcer dans l'hypothèse. Et puis, sur le plan radiologique, qu'est-ce que ça donne?
des choses peu spécifiques. Vous voyez 85% de splénomégalie au scan, parfois une atteinte surrénalienne, des épanchements pleuraux. Alors, atteinte neurologique, ça c'est classiquement dans les formes occidentales. Bon, ici, évidemment, il n'y avait rien qui nous orientait vers une atteinte du système nerveux central. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez 85% de splénomégalie, eh bien, dans cette forme de lymphome, il n'y a que 56% des cas qui étaient métaboliques au PET. Donc, ça vous laisse quand même 44% de splénomégalie qui sont totalement inertes sur le plan métabolique. Donc, dans cette hémopathie, ça permet en tout cas pas de vous rassurer sur l'absence de lymphome intravasculaire. Et puis, vous avez certains patterns qui sont un peu plus évocateurs, notamment l'hypermétabolisme surrénalien et ce qu'on appelle le hot lung, donc un hypermétabolisme au niveau du poumon qui n'a aucune traduction sur la partie scanographique. Donc, c'est le nucléariste qui va vous dire qu'il y a une anomalie, mais on ne va rien voir sur la partie du scanner. Et donc, ça, c'est relativement spécifique, en tout cas à retrouver dans ce lymphome. Alors, au niveau de la moelle, vous voyez 70% d'atteinte quand même au niveau du PET de la moelle qui peut être soit diffuse, soit focale. Qu'est-ce que ça donne en image? Vous voyez soit pas d'atteinte, soit une atteinte relativement focale, et puis parfois des atteintes un peu plus diffuses. Alors, j'ai trouvé dans la littérature quand même des images qui ressemblaient étrangement au cas, ou en tout cas qui peuvent nous se rapprocher. Bon, ici, c'est relativement symétrique, donc ce n'est pas vraiment ressemblant. Mais vous voyez ici, ça ressemble déjà un peu plus, avec une atteinte épiphysaire, métaphysaire, mais également des os du pied, de l'humérus, puis des atteintes un peu plus vraiment multifocales. Alors, comme on aime bien tout expliquer au niveau des anomalies quand même qu'on nous fournit, est-ce que le SIADH s'explique bien dans ce lymphome? Globalement, oui, puisque le SIADH, ce n'est que 6,8% des lymphomes que ça accompagne. Mais dans cette variante donc, de lymphome intravasculaire, dans la variante dite anciennement asiatique, mais donc qui est dite hémophagocytaire, vous voyez, c'était une très petite étude, hein, mais il y avait 66,7% de ces lymphomes qui s'accompagnaient d'un SIADH et c'était directement corrélé en fait, à un taux plus élevé d'interleukine 6. Pardon. Vous voyez ici les taux de sodium, donc beaucoup plus bas que dans tous les autres lymphomes. Et donc, c'est en tout cas quelque chose qui peut vous aiguiller vers ce type de lymphome plutôt qu'un autre. Infarctus splénique, oui, c'est décrit, mais c'est plutôt de façon anecdotique, puisque c'est quand même un lymphome assez rare. Mais dans tous les lymphomes B, finalement, toutes les hémopathies, vous avez la possibilité de développer un infarctus splénique. Et puis, ce qui m'a longtemps occupé aussi, c'est le lien donc, avec le méthotrexate, puisque vous savez que le méthotrexate à long terme peut exposer à des maladies lymphoprolifératives, essentiellement donc des lymphomes B diffus à grandes cellules, dont 1 sur 2 est lié à une prolifération EBV, plus rarement des Hodgkin. Et vous voyez ici donc une série de 6 cas de lymphomes intravasculaires qui sont liés à l'exposition au méthotrexate. Alors, vous voyez des expositions qui sont variables. Hein. Il y en avait un qui avait 2 mois, mais grosso modo, c'est quand même des gens qui avaient plusieurs années d'exposition au méthotrexate. Et donc, dans ces 6 cas, vous voyez donc fièvre, dyspnée, malaise, donc des choses relativement peu spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 5 de ces 6 cas, donc en lien avec le méthotrexate, le diagnostic était posé via une biopsie de peau. Un seul cas était via une biopsie de poumon, il y avait une atteinte clinique. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, vous savez que les maladies lymphoprolifératives liées au méthotrexate, le premier traitement, ça va être d'interrompre l'immunosuppression, restaurer l'immunité et qui peut permettre, en tout cas, dans certains cas, d'améliorer les choses. Eh bien, ici, également, vous voyez que dans certains cas, l'arrêt du méthotrexate entraîne une régression du lymphome. Bon, évidemment, c'est un lymphome agressif, donc dans la majorité des cas, ils ont quand même rechuté. Il a fallu leur donner un AirShop. C'est quand même... ce serait trop beau s'il suffisait d'arrêter le méthotrexate. Et puis 2 ont quand même persisté. Mais donc, globalement, si on se repositionne dans l'historique et qu'ils ont arrêté le méthotrexate au moment du Covid, ça fait un petit peu de sens que la patiente, quand il la revoit en août, se soit améliorée, puisqu'ils ont arrêté le méthotrexate et qu'elle a potentiellement pu tenir plus longtemps, on va dire, que l'évolution classique d'un lymphome intravasculaire, qui est quand même quelque chose d'agressif et généralement qui ne dure pas 1 an. Et donc, il ne restait plus qu'à expliquer le titre, comme on vous l'a dit. Donc, le titre de l'énigme a normalement toujours un lien avec l'explication. Et donc, le titre, il a bien cru l'avoir dans l'os. J'ai essayé de chercher d'abord quelle était la définition de cette expression. Et vous voyez, l'avoir dans l'os, c'est une expression donc familière, vulgaire, signifie subir un échec, être trompé, dupé, ne pas obtenir ce que l'on voulait. Elle indique une déception cuisante, souvent après avoir été berné,
avec une connotation proche de se faire avoir ou de l'expression plus crue, l'avoir dans le cul. Donc je me suis dit, bon, sympa, on présuppose déjà qu'on va se tromper. Et donc, la dernière phrase, comme les printemps, il y a quand même souvent des jeux de mots, ben, l'avoir dans le cul, vous pensez quand même à fièvre cul. Ça collait quand même bien au niveau clinique, ça peut coller avec le titre. Pour les raisons que je vous ai expliquées, notamment la sérologie à 6 mois négative, je pense qu'on peut raisonnablement l'exclure. Autre chose qu'on a déjà évoqué, mais c'est le mot cru qui semble quand même pas avoir été placé comme ça de façon innocente et donc qui fait référence à l'ingestion de lait cru et qui est le mode de contamination principal en Algérie pour la brucellose. Moindre mesure coxiella, je vous ai dit c'est surtout inhalation, mais il y a des rares cas décrits d'ingestion de lait cru, donc ça refait quand même repasser en tête ces deux causes infectieuses, mais à nouveau, je vous ai dit pour les raisons cliniques, ça ne colle pas avec la clinique, ça ne colle pas avec l'imagerie, ces causes étaient exclues. Et puis donc, il faut essayer d'expliquer le titre avec la dernière hypothèse que je vous ai présentée. Et là, effectivement, si on prend dans le sens littéral qu'il a cru l'avoir dans l'os, mais qu'il n'a peut-être pas eu la réponse dans l'os, comme je vous ai présenté, donc la biopsie en peau saine est relativement sensible pour diagnostiquer ce type de lymphome très particulier. Et donc, ça pourrait expliquer qu'il n'ait pas eu la réponse dans l'os, mais simplement en biopsie de peau. Et évidemment, ça ne me suffisait pas. Et donc, en regardant, après 2 mois de réflexion, vous pouvez trouver quand même que intravascular large B-cell lymphoma, il y a des lettres qui ressemblent. Alors, ce n'est pas parfait parce que normalement, l'abréviation officielle, il y a quand même le V qui est compris. Et là, vous ne trouvez pas de V. Mais en tout cas, pour se rassurer, c'est pas mal. Et donc, ma proposition finale au printemps a été celle donc, du lymphome intravasculaire à cellule B, dont le diagnostic était posé par une biopsie. Idéalement, il en faut 3 en peau saine, donc relativement profonde. Et bon, on vous a déjà dit au début, mais heureusement, c'était la bonne réponse. Donc, la solution qu'ils ont apportée, tout d'abord, c'est qu'au niveau du cœur, les lésions, en fait, ont été rapidement banalisées par les cardiologues. Ils n'ont pas fait de TO. Les cardiologues se sont prononcés en disant que ce sont des lésions rhumatismales séquelaires bénignes. Donc, a priori, c'est à écarter du tableau. En tout cas, il n'y a pas d'explication en lien avec le lymphome intravasculaire. Ils ont bien fait une biopsie de peau, mais malheureusement, elles étaient négatives au premier coup d'œil. Et puis, ils ont relu les images de l'IRM et ils se sont rendus compte qu'en fait, la première biopsie avait été un peu à frontière de la zone pathologique. Et donc, après des négociations avec la patiente, qui, je vous ai dit, avait quand même été traumatisée par la première biopsie osseuse, ils ont décidé de faire un nouveau prélèvement de plus grande taille sous anesthésie générale. Et donc, elle a accepté. Et c'est finalement cet examen qui a permis le diagnostic de lymphome B à grande cellule, donc intravasculaire. Mais, c'est important, ils ont fait relire les biopsies cutanées. Et en fait, il y avait une présence d'infiltration focale par des lymphocytes atypiques dans les capillaires dermiques sur des niveaux de coupe supplémentaires. Donc, on aurait pu éviter cette biopsie chirurgicale en faisant relire l'anapathe, mais c'est quelque chose qu'on vit quand même régulièrement, de faire relire des résultats anapathe. Et donc voilà, ça a été une expérience assez stressante, mais heureusement, avec l'aide de l'équipe, j'ai traversé cette épreuve. Et donc, voilà, si vous devez retenir qu'une chose, c'est ce tableau très polymorphe d'un lymphome relativement rare, mais agressif, qui peut donner plein de choses, dont l'absence de fièvre n'est absolument pas excluante, dont l'absence de PET scan évocateur d'hémopathie n'est absolument pas non plus quelque chose de rassurant, et dont le diagnostic peut être relativement, je ne veux pas dire facile, mais avec un examen finalement qui paraît simple, une biopsie donc en peau saine. Vous ne devez pas avoir d'atteinte cutanée, hein, c'est fait vraiment dans des endroits qui ne paraissent pas du tout atteints. Et puis, ce sont des gens donc, qui répondent au R-CHOP, éventuellement associés à du méthotrexate à haute dose quand il y a une atteinte au niveau du système nerveux central. Mais donc voilà, Et comment est-ce qu'elle a évolué? Je me souviens plus. on n'a pas eu l'info. On n'a pas eu l'info. On n'a pas eu l'info. Et quand ils font la biopsie cutanée, c'est parce qu'ils pensaient à ce diagnostic? Oui, Ouais. ouais. Mais donc, ça, c'est un peu curieux qu'il n'ait pas d'emblée insisté Ouais. en disant, voilà, Ouais. ça, c'est le diagnostic, trouvez-moi ces lymphocytes dans Ouais. les capillaires, quoi. Hein. Ouais. Il y a juste le sein, du coup, qu'on n'explique pas très bien, ce nodule hypermétabolique, mais bon, ça arrive relativement souvent qu'on tombe sur des choses au PET scan qu'on n'explique pas. Et effectivement, cardiaque, on essayait de le mettre dans l'équation, mais au final, eux ne l'ont pas associé à la présentation clinique. Mais donc, ici, Damien a eu l'occasion de te présenter à l'aise en 40 minutes, mais là, tu as dû faire 10 minutes. le truc en 10 minutes. J'ai un peu hein. dépassé. Donc, voilà. Parce que j'étais à la fin de la journée, j'avais vu
Ouais. que tous les précédents avaient largement dépassé, donc j'étais un petit peu moins stressé de dépasser. Alors, je veux que Marie-Carmen te félicitait pour la démonstration. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un cas au printemps qui était une atteinte rénale avec un lymphome intravasculaire. Et donc, ça peut donner effectivement, ça peut donner vraiment beaucoup de choses, quoi, hein. C'est un grand imitateur. Brigitte? Mais est-ce que ça n'a pas été décrit que, enfin, tout d'abord, tu l'as très bien fait à Paris, hein. Ne t'en fais Un peu pas. plus stressé. L'infiltration du cœur peut évidemment aussi s'expliquer, non, par le lymphome intravasculaire? Oui, mais finalement, c'est pas des lésions valvulaires, c'est vraiment des lésions infiltratives. Et donc, oui, j'ai pas retrouvé beaucoup de choses, mais effectivement, dans certains lymphomes B, il y a Ouais, des atteintes cardiaques. Attends. Est-ce que c'est pas juste un faux positif au niveau cardiaque? Des fois, on voit, des fois, c'est une fausse image enfin, elle n'a pas eu de TO, donc on ne sait pas finalement si c'est vraiment Bah oui, ils ont catégorisé ça comme des lésions rhumatismales, quoi, qui est relativement fréquent Donc on- dans ces pays-là d'avoir c'est des une séquelles de fausse médecine image. articulaire. une image reconstruite ou... C'est vrai que dans un tableau pareil, je trouve que Oui, on se aurait priver pu, de TO, en ouais, tout cas, oui, il faut on être aurait très pu sûr de faire comme soi le Théo, quoi, hein. à l'ETT, mais en tout cas, on est surpris qu'effectivement, il n'y ait pas eu ça dans le bilan. OK. Eh bien, parfait. Eh bien, merci Damien. Et à la semaine prochaine.